À la base, quelqu'un d'omniscient, c'est quelqu'un qui sait tout. Et nous, Marcus le palabreur culturel et Marie la madame obsédée par la culture, on est persuadés de tout savoir mieux que tout le monde. À travers un ping-pong de références aussi bien pop qu'artistiques, on redéfinit la culture. Alors branchez-vous toutes les 2 semaines pour écouter vos 2 saltimbanques préférés. Who are you referring to? Tout le monde m'appelle LOL. Vous voulez pas que je m'embourgeoise ou quoi? I want to make history. Pour un garçon, ça serait history, et pour une fille, ça serait history. Mais une autre prononciation. Which was more culturally significant, the Renaissance or Single Ladies by Beyoncé? That's all. Musicals. Aujourd'hui, on va vous parler de Jazz Hands, Cabaret, père fondateur, claquette et peut-être même de Glee. C'est tout. Omniscient. Omniscient. Alors, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode. J'ai l'impression que ça fait 50 ans. J'ai l'impression que ça fait 45 ans, vraiment. Pour vous, normalement, ça fait que 2 semaines, mais nous, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas enregistré. Aujourd'hui, épisode très particulier parce qu'on va vous parler de quelque chose qu'on adore, en fait, qui sont les comédies musicales, musicals, tout simplement. Alors, avant de te demander ta définition, Marie, nous allons définir le mot selon ce que les grandes personnes disent. Alors, c'est pas une définition du Robert, de ce que je vois. Non, parce que le Robert apparemment méprise la comédie musicale. Le Robert a pas la vision, genre, et faut rectifier ça, le Robs, parce que c'est pas du tout possible. Voilà. Du coup, on vous donne la définition de la SODEC, qui est la Société de développement des entreprises culturelles. Voilà, parce que Robert a pas eu la vision, comme on vous l'a dit. Du coup, pour la SODEC, une comédie musicale, c'est une œuvre dramatique, mise en musique, qui utilise une pluralité des arts de la scène. Toi, Marie, c'est quoi ta définition ? Je suis très contente que tu me poses cette question, puisque pour moi, the musical, en vrai, je vais être un peu chiante là-dessus, parce qu'en France, on dit la comédie musicale. Le problème avec ce terme, c'est qu'il y a le mot comédie dedans. Or, musical, c'est pas... Enfin, les musicals, donc les comédies musicales, c'est pas juste un style, c'est pas forcément des comédies, c'est un genre d'art. Et pour moi, particulièrement, c'est un art total. C'est sûrement le meilleur art du monde puisque c'est le plus impressionnant, étant donné qu'il galvanise les techniques de plein de différents types d'art, globalement le théâtre, la danse et le chant, pour créer une œuvre dinguissime. Ok. Et toi ? Que dire après cette définition Non, en vrai, pour moi, je dirais qu'une comédie musicale, qu'un musical, c'est presque une sorte d'œuvre globale, totale. Je suis d'accord avec ce que tu disais, qui arrive à t'embarquer dans un monde. J'ai envie de dire un monde 360, quoi. Pour moi, un musical, c'est un univers qui est vraiment en des milliards de dimensions, quoi, et qui t'embarque avec plusieurs prismes. Genre, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de comparable, en fait, au musical, tu vois. C'est-à-dire que c'est un univers, un monde unique, multisensoriel, 6D, quoi, tu vois. That's kind of my definition. It's a great definition. Alors, plein de choses à vous dire autour de ça. On commence par quoi ? Comment est-ce qu'on est tombé dans le chaudron, finalement ? Vraiment, Qu'est-ce qui s'est comment on est passé pour tombé dans la que marmite ? aujourd'hui, en ce jour, vous écoutez notre épisode sur les comédies musicales, qui sera sûrement, je pense, une de nos plus grandes fiertés. I'm sure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Qu'est-ce qui nous est arrivé ? En plus, ça va être intéressant parce que j'ai l'impression qu'on parle de ça tout le temps, mais juste on n'en parle pas sur Internet. Mais dans notre entourage, on parle souvent de ça parce que Marie et moi, on n'a pas le même rapport aux comédies musicales. We don't. Et and we'll have a lot of things to say about that. Mais alors, moi, premier degré, finalement, les premières comédies musicales auxquelles j'ai été introduite, ce sont les comédies musicales de Disney Channel. Et c'est une très belle introduction, finalement. Finalement, voilà. C'est Marcus, qui a genre 6 ou 7 ans, je crois, et qui découvre High School Musical, qui, à la base, est diffusé sur M6, genre un samedi à 20h30, un truc comme ça. Et un de mes oncles, avec qui j'ai 10 ans d'écart, donc qui est un peu comme une sorte de grand frère, me dit « Oh, il y a ça à la télé, ça pourrait t'intéresser !» Et j'étais vraiment en mode « What ?»
what is going on? Et en fait, c'est très drôle parce que pour moi, je réalisais pas que c'était des comédies musicales, en fait, les Oui. films Disney, tu vois. La Oui, plupart bah des oui. films Disney. Pour moi, Ouais. c'était juste des films où il y avait des musiques et puis c'est tout, tu vois. Et c'était juste des films, des trop bonnes expériences, quoi. J'avais pas du tout le mot qui était posé là-dessus. Et donc, ouais, je pense qu'à 6 ans, 7 ans, je tombe dans la marmite avec High School Musical. Et puis par la suite, Camp Rock, que j'ai adoré. Et puis par la suite, De ouf. Lemonade Mouth, qui est C'est le meilleur original Disney movie qui existe sur cette planète. Allez tous le voir. Les musiques de Lemonade Mouth, like, moi... Determinate. Voilà. Yeah, Non, mais actually. oui, Also, voilà. she's so gone. She actually is so gone, that's over now. Non, mais Bref. vraiment, allez voir Lemonade Mouth parce que c'est vraiment un bijou. Non, c'est un banger comme il n'y en a pas d'autres, en fait, tout simplement. Donc, ouais, donc moi, je dirais c'est High School Musical. Et puis par la suite, j'ai eu une renaissance de comédie musicale par la suite. Mais ouais, mon premier souvenir, c'est ça. Et toi? Moi, je me souviens d'un jour où ma mère a dit « Venez les filles, ma grande sœur et moi, on va au cinéma. Et j'étais en mode « D'accord ». Je suis allée dans cette salle. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Meryl Streep Oh my qui a God. chanté Oh my Mamma Mia, Here We Go Again. Et à ce moment-là, j'ai su que ce qui se passait devant moi, c'était une explosion de tout ce que j'allais aimer pour toujours. Et donc, du coup, j'ai vraiment vu ça. Et je me rappelle parce que ma grande sœur, elle est un peu genre... On n'a vraiment pas les mêmes goûts. Et c'était une époque où j'avais, je pense, 8 ans, 9 ans. C'était une époque où j'étais très proche... Enfin, je voulais plaire à ma grande sœur et j'aimais les trucs qu'elle aimait. Vous voyez? Je vois. Et elle est sortie du truc en disant... Ma mère a adoré parce que ma mère a très bon goût. Elle est sortie du truc en disant c'est le pire truc du monde. Et moi, j'étais en mode... Je venais avoir littéralement le changement de vie. Et j'étais en mode ouais, non, t'as raison. Oh non, t'as Et éteint après, ta c'est faux flamme. parce que ma mère, elle a acheté le DVD et je peux te dire que la version karaoké qu'il y avait sur ce DVD, je l'ai poncé. Donc, j'ai commencé là-dedans comme ça. Deuxième chose aussi qui a contribué à mon rapport à la comédie musicale, c'est Glee. En Ah, mais oui. I was a Gleek. Et en fait, Glee a non seulement contribué à mon rapport à la comédie musicale, mais aussi à créer mon goût musical et mes connaissances de musique parce qu'ils ont fait... En fait, c'était une série où il y avait des épisodes... C'était que des épisodes musicaux et il y avait de tout. Et il y a une énorme culture de la comédie musicale de Broadway dedans. Donc, c'est comme ça que Defying Gravity, moi, je l'ai connu hyper jeune et tout. C'est grâce à Glee. Et la troisième chose, du coup, c'est une fois que j'étais déjà beaucoup dans la marmite, j'ai commencé à en faire. Et j'ai commencé à en faire quand je suis venue à Paris pour mes études supérieures et qu'il y avait une des associations qui est l'asso de comédie musicale de l'université. Et en fait, moi, je me considérais vraiment pas comme une chanteuse, et ça, c'est important. Mais la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai poncé tous les raps de Nicki Minaj, ok? Ce qui fait que moi, quand j'arrive en 2017... et que moi, ça fait plus d'1 an que je suis fan de Hamilton et que je vois le papier qui est dans la cafétéria où il y a marqué « Audition pour la comédie musicale Hamilton », je suis en mode, en fait, si je n'auditionne pas, je vais regretter toute ma vie. Et du coup, j'ai auditionné et j'ai été prise. Et là, c'était fini pour moi. Je suis rentrée, j'étais plus dans la marmite, j'étais la marmite. T'étais la marmite, en fait. Et ouais, c'est mon rapport à la comédie musicale, quoi, tout simplement. Tout simplement. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis vis-à-vis de Glee parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de copains et de copines qui, pareil, ont emmagasiné une énorme culture des comédies musicales grâce à Glee. Glee, je pense que notre public connaît, donc je ne vais même pas m'attarder à devoir expliquer c'est quoi Glee, mais tu vois, c'est quand même un peu un club de misfits, de plein de gens qui n'ont rien à voir, qui viennent d'univers complètement différents au sein de leur lycée et qui rejoignent ce Glee Club, tu vois. Et c'est vrai que, enfin, il y a des putains de stars de la comédie musicale américaine qui ont gracié. Il y a littéralement tout Wicked qui est dedans parce que bien sûr que, en fait, je vous bassine. Alors qu'on en parlera, mais c'est même pas ma comédie musicale préférée. Et c'est pourtant, même qui l'eût cru parce qu'elle vous harcèle avec ça. Elle vous harcèle avec ça. Ça fait 1 an et demi que je harcèle les gens avec ça, alors que c'est même pas une comédie musicale, genre la version de Broadway, je suis pas si fan, je suis pas très fan même. Ouais. Bref, mais dedans, il y a Idina Menzel et Kristen Chenoweth qui sont les deux Glinda Elphaba. Il y a même, actually, le Wizard, parce que le père de Léa Mitchell, enfin de Rachel, c'est celui qui joue The Wizard, Ah ouais. c'est Jeff Goldblum. Bon, bref.
Tout ça pour dire que c'est The Cursed TV show aussi, malheureusement, parce qu'il y a eu des milliards de dramas. De dramas et de trucs tape. Mais la comédie musicale, on a très bon pour la comédie musicale. Et je pense qu'il y a une conversation qu'on doit avoir. T'as un peu hint là-dessus, mais je pense que c'est le moment de l'avoir. C'est notre différence entre la comédie musicale anglo-saxonne et française, et où du coup nous on diverge, par exemple. Mais ensuite, plus globalement, il n'y a pas que notre divergence là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment une grosse différence entre la comédie musicale anglo-saxonne et la comédie musicale française, surtout pour la comédie française, celle des années 2010, où on doit aussi avoir cette conversation. Mais tu veux qu'on commence par la divergence ? On peut commencer par la divergence, parce que du coup, tout à l'heure, je vous ai dit que ma rencontre avec la comédie musicale se fait avec Disney Channel, et je vous ai dit que par la suite, c'est revenu dans ma vie à travers le cinéma, parce que je pense qu'il y a aussi ça dont on pourrait parler, c'est qu'il y a les comédies musicales qu'on peut voir sur scène, et puis celles qu'on regarde. Mais du coup, si vous regardez le podcast, tout simplement, si vous regardez mes TikTok, vous le savez, je suis rapidement associé et identifié à Jacques Demy, qui est l'un de mes réalisateurs préférés. Et je tombe amoureux de Jacques Demy avec les Demoiselles de Rochefort. Hilarant d'ailleurs, parce que moi j'ai vu une représentation des Demoiselles de Rochefort par l'association de fac. Ouais, c'est vrai, dont faisait partie Marie. Mais Marie n'a pas participé à ça. J'étais aux États-Unis. Voilà, elle était en échange, donc Marie n'a pas fait partie de cette comédie musicale-là, mais hilarant. On aurait pu se croiser et se rencontrer avant. Nos destins étaient déjà liés d'une certaine façon. Mais donc du coup, bref, moi, Les Demoiselles de Rochefort, c'est un film que j'aime extrêmement fort. Je le connais par cœur. Je le redécouvre tout le temps, je le vois des milliards de fois. Et Jacques Demy, pour moi, est un titan de la comédie musicale française, parce qu'il n'y en a pas des milliards aussi, il faut le dire. Donc c'est un peu l'un des premiers à avoir introduit ce genre en France. Et en fait, pour moi, je trouve que c'est un monument et qu'il est extrêmement fort. Mais voilà, il y a une dame ici qui a un bif avec Jacques Demy. Et non, c'est trop fort que de dire j'ai un bif avec Jacques Demy et qui trouve qu'il fait des films nazes, quoi. Donc, non, mais c'est juste que moi, je suis très picky sur mes comédies musicales. Et d'ailleurs, je pense que ça vaut aussi d'avoir une conversation sur la France et la comédie musicale, parce que je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles la comédie musicale est un genre qui commence à se développer de ouf. Là, cette année, il y a énormément de trucs. Il y a Sherry Van Hansen, Chicago, Les Demoiselles de Rochefort et plein d'autres choses. Mais la France n'aime pas les comédies musicales. C'est vrai. Et c'est pour ça que les comédies musicales ont une bad rep. Mais je vous jure que vous mettez un pied outre-Atlantique ou outre Tamise ou Manche, ouais. Je sais pas. La Tamise. Oups, the Thames. Bref, et vous verrez un autre monde de la comédie musicale, et tous les trucs que vous reprochez à la comédie musicale, vous arrêterez car c'est différent. Bref, donc France, comédie musicale. Et also former des gens pour avoir des vrais gens qui savent faire de la comédie musicale. Si je vois encore une comédie musicale où les gens ne savent pas chanter, je vous jure que je viens chez vous et je casse votre... Je sais pas ce que je casse, mais je casse quelque chose là. Parce que c'est pas ok. Cela étant dit, Jacques Demy, retournons sur ce monsieur, que je respecte énormément. J'adore Agnès. Lui est là aussi, et je l'aime bien. Simplement, moi, mon rapport à la comédie musicale, c'est que c'est un art qui est tellement technique que je souhaite que ce soit exécuté et que j'ai une espèce de besoin quasiment religieux il faut pas de blasphème autour de la comédie musicale. Et c'est vrai que Les Demoiselles de Rochefort, j'ai bien apprécié, mais j'ai pas du tout adoré. Enfin, c'est quelque chose qui me laisse un peu ni chaud ni froid, si je suis honnête. Je trouve qu'en termes d'esthétique, c'est hyper intéressant. Je trouve que ces sublimes jeunes dames sont sublimes. Est-ce que j'adore les musiques ? Pas tellement. Est-ce que je trouve l'exécution super bien faite, alors qu'en plus, c'est même pas elle qui chante ? Bof. Mais qu'est-ce que tu entends par exécution, par exemple ? Ça, c'est intéressant. Bah ouais, c'est vrai que... Mais après, moi en fait, c'est que je viens du type de musicals très... avec, en fait, une technique vocale particulière qui est le belting, avec une manière de chanter, etc. Et donc, du coup, la musique... Moi, je sais que la musique de... Comment il s'appelle ce monsieur déjà ? Il s'appelle Michel Legrand. Michel Legrand, je suis, encore une fois, je respecte énormément son travail, mais c'est pas le style de musical, de comédie musicale, moi, qui me fait résonner. Et en fait, même plus largement, si je suis honnête, c'est même pas la comédie musicale, dans le sens hyper classique du terme, qui me fait résonner de ouf, de toute façon. Moi, c'est vraiment plus le biais
l'utilisation des codes de la comédie musicale plus que la comédie musicale en elle-même. Et ça, c'est intéressant et on en parlera un petit peu plus après, que en fait, les gens visualisent la comédie musicale comme juste un genre point, alors qu'en Ouais. fait, c'est Pour moi, comme c'est un biais. c'est comme un livre, en fait. Exactement. Tu vois, il y a des milliards Absolument. de choses qu'on peut raconter à travers une comédie musicale. C'est comme dire le théâtre. En fait, Oui. le théâtre, non, t'as la tragédie, t'as la comédie, t'as le vaudeville, tout ça. Et en fait, la comédie musicale, pour moi, certes, est une des branches du spectacle vivant, mais tout comme, je sais pas moi, le cirque, et auquel cas, et encore le cirque, c'est quand même assez spécifique, mais dans le cirque, t'as les clowns, mais t'as aussi les acrobates, t'as machin. En fait, la comédie musicale, le musical, t'as dedans des tragédies, t'as des jukebox musicals, bref, t'as plein de Oui. choses qui font que c'est un genre, enfin, un biais artistique pour raconter une histoire, pour moi. Mais donc c'est vrai qu'on parlait des différences entre les comédies françaises et américaines, du moins anglo-saxonnes. C'est vrai que je trouve que Jacques Demy encapsule beaucoup, notamment parce que je pense que c'était l'un des premiers, un rapport qu'on a en France à la comédie musicale, qui est que c'est beaucoup plus parlé presque que chanté, Ouais. qu'il y a moins un aspect de performance, pardon, Oui. mais qu'on introduit plus, en fait, la musique dans des scènes de vie, j'ai l'impression. Et donc que peut-être cet aspect jusqu'au boutiste est très dans la performance et dans le show, il est peut-être moins là, je sais pas. Qu'est-ce Oui, que t'en ok, penses, toi je vois ce que tu me dis. En vrai, Je sais pas, moi je pense le que fait qu'il y c'est ait une différence, tu je vois. pense que c'est beaucoup en vrai les goûts les couleurs, tu vois. La vérité c'est que Ouais, mais pas que, j'ai- parce qu'on voit qu'il y a quand même une différence factuelle entre Il y a les une vraie comédies différence, musicales françaises, les mais comédies musicales françaises et je trouve que anglo-saxonnes, l'endroit non où on les voit le mieux c'est les comédies musicales parce que tu vois Jacques Demy c'est un ovni. Hmm. C'est he's not like other girls. C'est vraiment genre un papa de la comédie musicale française d'une époque quand en fait en parallèle si tu veux l'équivalent aux États-Unis, c'est l'époque, quoique même c'est peut-être un peu plus tard, mais c'est l'époque des Gene Kelly, c'est l'époque Oui. de ces films-là. Hmm. Et moi, l'endroit où je trouve qu'il y a une vraie rupture aujourd'hui, parce que c'était quand même un art noble, par Jacques Demy, il a quand même eu la Palme d'Or, etc. Hmm. Alors que là, si on parle, tu vois, des années 2010, celle où il y a eu un gros boom de la comédie musicale en France, c'est l'année du Roi Soleil, des 10 commandements, pardon, de Roméo et Juliette, de Mozart l'opéra rock, de Robin of the Woods. Oh putain, bah, j'ai Et dit en ça fait, parce que bref, c'est la seule que j'ai vue d'ailleurs, mais voilà. c'est hilarant. Vraiment. Mais en fait, ces comédies musicales-là, pour moi, le problème, en gros, c'est qu'elles ont été créées dans un but très commercial qui est de faire des musiques qui vont passer ensuite à la radio, de faire des trucs pop qui servent pas du tout une histoire, mais qui servent à vendre. Et tu connais mon rapport avec l'intentionnalité, le besoin de, quand on crée quelque chose d'artistique, peu importe si on veut divertir, si on veut passer un message politique, enfin tout est politique, donc peu importe là où tu pars, il me faut quand même une intentionnalité et un truc de pourquoi est-ce qu'il y a cette chanson à ce moment-là, qu'est-ce que tu me racontes. Et en fait, quand, je sais pas, moi, l'autre, il me chante Être à la hauteur et que ça a rien à voir avec la scène qui est en train de se jouer avant, j'ai des problèmes, tu vois. Et la France, c'est très ça. Et c'est pour ça que les gens se moquent de la comédie musicale en France, c'est qu'ils sont en train de parler, d'avoir une conversation, et là, le mec, il se retourne, il est en mode Être à la hauteur, sans jamais faire je sais pas quoi. Donc, du coup... Alors qu'aux États-Unis, je suis désolée, mais nous, on a ce rapport avec le théâtre qui est très fort. Eux, limite, le théâtre, c'est ok, mais il y a la comédie musicale. Ouais. Parce que t'as des trucs, t'as des ovnis. Bon, si on rentre dans les ovnis, genre Hamilton, genre. T'as tellement de trucs qui sont dinguissimes et c'est une technicité qui est à des milliers d'années-lumière de la France. Et c'est ok parce qu'on commence à, en France, aller loin. Et ça, c'est trop cool. Mais il y a aussi un peu ce rapport avec les Français, la comédie musicale, qui est pas... Et donc, sur les comédies musicales françaises, par exemple, que tu n'aimes pas, je peux vous faire la liste de celles que j'aime. Voilà. Lesquelles t'aimes bien? Je pourrais mourir pour Starmania. Que j'ai jamais vu. J'adore Starmania. Et Thomas Joly, tous les 2 podcasts aussi, je vais te mentionner, Ouais, tu vois. Mais la mise en scène de Thomas Joly, dernièrement, qu'il y a eu, était excellente. Enfin, j'adore Starmania. Michel Berger, je t'aime. Michel! Voilà, donc Starmania, excellente. Purée. Même si, en vrai, c'est aussi un doudou. J'adore les musiques et la vérité, c'est que l'histoire aurait pu être encore plus C'est quoi travaillée. l'histoire? Raconte-nous. En gros, c'est on est à Monopolis, qui est genre une ville un peu genre futuriste, où on est dans l'an 2000,
parce que c'est écrit dans les années 80, où en fait t'as un mec qui est, c'est hilarant, un mec et qui est genre Jeff Bezos ou c'est sous-fifre, qui est en mode je suis grave le businessman, j'aimerais être le dictateur de cet espace. Et les gens ils sont en mode genre t'as Johnny Roquefort qui est un peu un mec qui est en mode genre Johnny edgy. Roquefort. Edgy qui est en mode genre on va tout casser. Donc t'as cette jeunesse qui est en mode en conflit avec cette horde politique qui est en train de se faire. Et donc, t'as plein de petits personnages qui ont leurs propres histoires. Moi, mes personnages préférés, c'est genre la serveuse automate et Ziggy, qui ont un peu, eux, leur propre trajectoire. Elle est amoureuse de lui. Lui est un homme gay qui veut être une star. Et en même temps, t'as aussi, du coup, une histoire d'amour entre Johnny Roquefort, qui est genre ce bad boy, et comment elle s'appelle, Crystal, je crois, qui est genre la journaliste un peu trop stylée qui représente ce rapport très charismatique et nouveau et un peu ingénu, qui vont avoir une histoire d'amour. Enfin, c'est tragique, c'est dramatique. J'aime trop. C'est un mania. Moi, ensuite, j'adore Notre-Dame de Paris. Et si je suis honnête avec vous, c'est aussi mon rapport très depuis que je suis gamine. On m'a grave bercée dans Notre-Dame de Paris, ce qui est un peu problématique car ma chanson préférée c'est vraiment celle de Fleur de Lys qui dit qu'on la tuera cette Zingara. Mais voilà, j'adore Notre-Dame de Paris et en fait moi c'est un peu que des guilty pleasures. Hein. Mais ensuite mes deux derniers guilty pleasures c'est Mozart l'opéra rock parce que je trouve que les chansons sont bangers. Bien sûr que oui. Et 1789 les amants de la Bastille. Parce qu'en fait, moi depuis tout à l'heure j'ai qu'envie de chanter sur ma peau en fait, vraiment. Voilà, et encore une fois, ma peau. Moi j'ai vraiment envie, c'est un truc un peu hilarant, mais j'aime trop les personnages de prostituées. What is wrong with you? Je veux le monde. Oh, l'âme est citoyenne, la femme est souveraine. Non, mais en fait, c'est juste que la meuf, là, quand elle dit genre « Au grand jour, mes amours se consument », je suis en mode « I'm 12 and I relate ». Non, mais c'est un truc drôle parce qu'en gros, j'ai fait pas mal de comédies musicales quand j'étais du coup à l'université et à chaque fois j'avais un rôle de prostituée. Dans Hamilton, j'étais Maria Reynolds. Oui, ensuite, j'ai fait Moulin Rouge, qui est une bande de prostituées. Oh my god. Bref, j'ai un biais. Anyways, donc voilà, c'est mes comédies musicales françaises. Sinon, que laquelle, je ça ira, que mon je amour. pardonne. Bah, c'est ça aussi. Ça ira, mon amour. J'aime trop. En fait, c'est un épisode musical. En dans fait, c'est ça. tous les sens. It's the musical episode of the pod. Mais oui, non, mais du coup, ce qui fait que j'ai un bif encore avec les comédies musicales qui se font en France, tu vois, parce que par exemple, il y a eu Molière, l'opéra urbain, déjà problématique. L'opéra urbain. Problématique. Mais en fait, ça me saoule parce que cette fois-ci, tu vois, mon problème n'est pas sur le même. Là, vraiment, je vais exorciser mes démons et je vais parler de tous les trucs qui vont pas. Fait. Je suis allée voir Podum. Purée, t'as vraiment dit en effet, je vais juste tirer sur tout. Je vais tirer sur tout ce que... Et ce qui m'a dérangé dans Podum, beaucoup de choses, mais une des grosses choses qui m'a dérangé, c'est que les gens ne savent pas chanter. En fait, arrêtez de prendre des gens de comédie musicale. Et ça, c'est mon harangue. Mon harangue, c'est arrêter en France de prendre et de faire des comédies musicales alors que vous avez un cast qui ne sait pas chanter, qui ne sait pas faire de la comédie musicale, qui ne sait pas bouger, qui ne sait pas danser. Et après, les gens disent « Non, mais c'est sympa, ils ont essayé, ça se voit qu'ils sortent des sentiers battus. » Non, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font des études pour ça, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui savent belter. Laissez-les avoir la scène et Laure Calamy part. Je t'aime pour plein d'autres choses, mais je t'en supplie, quand t'as chanté dans Podum, j'avais envie de m'ouvrir les veines. Cela étant dit... We're gonna clip Molière. that, by the way. I'm sorry. I said it. I know, mais tant pis. Et donc, Molière, je ne reproche pas du tout la même chose. Molière, je reproche l'extrême inverse, c'est-à-dire toute l'histoire. La construction, je pourrais faire une thèse sur comment c'est mal écrit. Et je suis vraiment désolée parce que je trouve que en termes de performance, justement, toutes les personnes qui jouent et qui travaillent sur ce spectacle ont vraiment vu les choses en grand, mais mon problème, c'est l'artistique, car c'est un énorme plagiat d'Hamilton, un plagiat dans les mises en scène, un plagiat sur l'idée, un plagiat sur plein de choses. 2, je trouve que la vie de Molière est très mal découpée. Premier acte, c'est avant qu'il devienne connu. Deuxième acte, c'est quand il est connu. D'accord, mais en fait, il aurait fallu faire genre 3 minutes sur quand il n'était pas connu, parce que en fait, ils n'ont pas tellement de choses à nous raconter. Et ensuite, toute la fin est rushée. Ensuite, l'écriture des chansons est pas excellente. Maintenant que j'ai vraiment été ma hateuse, on peut continuer la vie. Mais pause. T'as vu ou pas La Haine, la comédie musicale? Non, je l'ai pas vu, J'aimerais mais... bien y aller, moi.
En fait, moi, c'est que j'ai entendu des choses Ah, qui font que je pense que ça va me saouler. merde. Je pense qu'en termes d'exécution, en termes d'idées de mise en Quelqu'un m'a scène, dit c'est que hyper c'était vraiment novateur. bien, mais il faut que... Ouais, mais vas-y. Mon problème, c'est que apparemment sur justement le rapport sur le sujet politique que c'est, il y a des choses qui vont peut-être nous crisper. Ah ouais? Par exemple, une chanson d'un certain policier qui nous donne son POV. Ah ouais, en Et effet. c'est pour ça que j'y suis pas allée. Ah, merde. Au-delà du fait que ça coûte méga cher aussi, c'est la scène musicale et si t'as pas des bonnes places, tu vois rien. Mais Also accréditation. Mais ok, oui. très clair. Mais voilà, mais cela Ok. dit, je dis ça sans l'avoir vu, mais aussi parce que j'avais pas trop envie de voir un truc sur le rapport avec la banlieue, les violences policières, et qu'en fait, on ait un numéro. Apparemment, il y a un numéro qui est du point de vue du personnage principal, je suppose. Et ensuite, t'as le même numéro dans l'acte 2, mais du point de vue du policier, qui est en mode censé genre être un truc qui le dédouane. Hmm. Et je sais pas si j'ai envie de voir ça en Big 2025 où Dans on la continue France à de voir Macron, ouais. dans la France de Macron où on continue à avoir des bavures policières où on vient enfin bref, Oui. commémorer les 25. Tu vois, il y a Ouais, deuxième des bonhommes. plein de trucs qui font que j'ai pas envie de donner de l'argent et j'ai pas envie de très personnellement, tu vois, j'ai pas envie d'être confrontée à un truc comme ça qui va me blesser. Oui, te trigger. Donc voilà. Très clair. Mais parlons de bonnes comédies musicales. C'est quoi, toi, tes comédies musicales préférées? Française, en France, hein. Mozart l'opéra rock. Mhm, 1789, Les Amants de la Bastille. mhm. Que j'ai trouvé vraiment excellent. C'est un peu ça qui m'a mis dans la marmite des comédies musicales jouées en France. Hein. Oui. Et qui a fait qu'on a fini par m'offrir des places pour aller voir fucking Robin des Bois avec Matt Pokora. Matthew. Et c'était nul. C'était vraiment naze. Et je m'en souviens encore, pour vous dire. Mais sinon, d'un point de vue plus global, si on quitte la France, en vrai, Hamilton, hein, que j'ai découvert grâce à toi. Ouais. Il que j'ai était dans mon découvert, salon. On a appuyé sur le vidéoprojecteur et ma sa vie a changé. Et je suis extrêmement premier degré, c'est-à-dire que là, j'ai eu mon top 10 Et demain, qu'est-ce qu'on fait? On fait une watch party d'Hamilton. Voilà. Comme ça, vous savez. Et ce sera la 7e fois ou la 8e fois que je le vois cette année. Because why not? Yeah. En fait, c'est une comédie musicale de 3h30. Et peut-être que je la vois 8 fois dans une année. Et c'est quoi votre problème? C'est mon album le plus écouté de l'année. Ben, j'espère bien. En fait, quand moi, je t'ai dit, Voilà. tu viens chez moi et t'es obligé de le regarder, je savais ce que je faisais. Non, mais En vraiment, fait. il s'est vraiment passé quelque chose quand j'ai rencontré le personnage d'Angelica Schuyler. Et en fait, genre, satisfied. Genre, en fait, c'est fou. J'ai eu des frissons quand j'ai écouté la musique. Et je sais pas comment vous Parce que expliquer. pour C'est contexte, fou, genre. Hamilton, c'est une comédie musicale du style hip-hop R&B qui reprend l'histoire du père fondateur des États-Unis qui a été oublié, qui s'appelle Alexander Hamilton. Et en fait, Alexander Hamilton. avec cette histoire, il nous dresse aussi le portrait de l'Amérique d'aujourd'hui. Il y a 2 actes. Le premier acte, c'est pendant la Révolution américaine. Et le deuxième acte, c'est pendant la création des États-Unis. On voit non seulement le rapport politique qu'a eu Hamilton et comment il a créé en fait ce qu'on connaît des États-Unis aujourd'hui, et en même temps le trajet plus personnel d'un homme qui était au sommet et qui est tombé pour une connerie de merde, comme une connerie de merde. Voilà. C'est des personnages qui sont tellement bien écrits. C'est excellent. C'est 15 histoires qui se passent, c'est énormément de références culture pop, de culture du rap, du hip-hop, de politique. C'est des messages qui aujourd'hui sonnent toujours aussi vrais et aussi importants. Surtout dans l'Amérique de Trump. Et puis c'est Lin-Manuel Miranda. Donc si on commence à parler de génie, Lin-Manuel Miranda est un génie de la comédie musicale. Il a écrit, entre autres, In the Heights, qui d'ailleurs a été adapté en film par John M. Chu, le réalisateur des Wicked, et Sexy Dance. Voilà, les Sexy Dance. What? Yeah. What? Yeah. Ok. Bref, et donc c'est l'histoire d'un quartier à New York, et en fait on voit un peu toutes les différentes aspirations des personnages de ce quartier. C'est une comédie musicale qui est sublime. Du coup, Hamilton et Warriors qui est en train de se monter, qui a été coécrit avec Aissa Davis, la nièce
de Angela Davis, qui est une adaptation du film Warriors des années 80, qui raconte l'histoire de cette bande de gangs qui se retrouvent tous et se disent, en fait, là, à nous tous les gangs de New York, on est plus que la police. Donc si on le veut, New York, c'est chez nous. Parce que quelqu'un, bam, tue le leader et va blâmer le groupe des Warriors, qui est le gang de Coney Island, si je dis pas de bêtises. Et donc, elles vont faire un peu une odyssée et essayer de rejoindre Coney Island pour être safe et pas être tuées par chaque Glitterman gang qui essaie de les tuer parce qu'ils pensent qu'ils ont tué le leader. Et c'est excellent. C'était mon obsession de 2024. Je l'aime trop. Mais bref, Lin-Manuel Miranda a un talent d'écriture, d'immiscer le politique et le poétique dans ses œuvres qui est assez impressionnant. Et tout le monde le connaît parce que vous connaissez forcément What Can I Say Except You're Welcome. Parce que c'est lui qui a écrit la musique de Moana, c'est lui qui a écrit la musique de Mufasa. C'est lui qui a fait Encanto. Oui, il a absolument fait un de mes Disney derniers préférés. Bref, et il est connu pour faire quelque chose. Et bah justement, ce numéro-là, c'est une madrigale. Donc c'est excellent que la famille s'appelle la famille Madrigal. La madrigale, c'est quand t'as plusieurs airs et chansons différentes qui s'imbriquent. Donc sur cette chanson, t'as genre différentes top lines qui s'imbriquent pour faire une chanson qui fait sens. Bref, assez parlé de Lin-Manuel. Mais pour vous dire à quel point c'est excellent, mon père qui considère qu'il n'aime pas du tout les comédies musicales, moi quand je suis revenu, enfin pas quand je suis revenu, mais quand je suis repassé chez mes parents, après avoir découvert Hamilton, je leur ai dit il faut que vous regardiez. J'ai montré ça à ma mère, mon père, ma sœur, et tout le monde a adoré. C'est-à-dire que mon père qui adore le hip-hop des années 80-90 de New York, enfin genre concrètement il a été vraiment touché en plein cœur quoi. Et on n'a pas vu les 3 heures passer quoi. Et ma mère écoute encore les musiques. Enfin en fait il y a vraiment un truc où là j'ai compris ce que tu voulais dire dans l'aspect qu'il y a des réticences en France vis-à-vis de l'image qu'on a de la comédie musicale française, mais qu'en fait, dès que tu leur montres des comédies musicales outre-Atlantique ou anglo-saxonnes... Parce que, en fait, les comédies musicales, enfin, the musical en anglo-saxonne, c'est, comme je disais, c'est un outil pour raconter une histoire. Et t'en as pour tout le monde, et donc, en fait, tu as tout type d'histoire. Mais c'est pour vous dire, il y a vraiment des adaptations. Déjà, il y a énormément d'adaptations de plein de films qui peuvent être très bien, genre Beetlejuice, Mean Girls, etc. Et en plus de ça, tu as des trucs qui te font chialer toute ta race, tout comme tu as des trucs hyper politiques, tout comme tu as des trucs hyper drôles, tout comme tu as des trucs hyper... Enfin, les formes sont diverses et variées. Et moi, ma comédie musicale préférée de tous les temps, on parlera d'une autre après, mais c'est Hadestown. Hadestown, c'est... On reprend le mythe d'Orphée et d'Eurydice, ainsi que celui de Perséphone et de Hadès, et on entremêle leurs 2 destins pour faire une tragédie qui raconte... non seulement le monde, car c'est dans un milieu hyper capitaliste, un peu genre au moment où tu vois que le monde a tourné, parce que Hadès a pris Perséphone qui est la déesse des saisons, ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il y a le réchauffement climatique, etc. C'est à cause de ça, puisque lui c'est un greedy little capitalist. Bref, et donc en fait, je trouve, et là je pense qu'on peut rentrer aussi dans le terrain du fait que moi j'écris des tragédies musicales. Mais en fait c'est ce truc de j'utilise ce biais pour créer et aller plus loin dans ce que je veux dire, dans ce que je veux montrer. Et tu sens qu'il y a des choses que tu pourrais pas raconter aussi bien si tu faisais juste une pièce de théâtre classique par exemple? En fait, moi ce que et je dis pas ça de manière pédante parce que je pense que j'ai beaucoup à apprendre, ça fait très peu de temps que je fais ça artistiquement, mais la manière dont je conçois l'art, et l'art que j'aime le plus consommer, c'est un art qui est extrêmement nourri de références, d'idées, et qui se base avec plein de couches. Avec plein de couches. Et donc, en fait, moi, la comédie musicale, c'est là où j'ai réussi à trouver ce que où kiffer et où que mon cerveau, limite, est en mode, c'est des dingueries que je suis en train de me plonger dedans parce que j'arrive à me stimuler dans plein de sens. Parce que moi, ce que je fais, donc j'ai une compagnie qui s'appelle Les Olympiennes, où, entre autres, je crée des spectacles originaux que j'appelle des tragédies musicales, car je prends les codes de la tragédie antique et de la tragédie classique. Les codes de la tragédie antique, c'est vraiment donc partir d'une histoire d'un mythe grec, souvent, ou gréco-romain. Les codes de la tragédie classique, c'est souvent l'unité de temps,
d'espace et d'intrigue que je twist parce que je les mets avec des codes de la comédie musicale. Donc, il y a des I Want Song, il y a des numéros classiques de la comédie musicale que je mets au service de la tragédie, puisque, spoiler alert, mes pièces finissent tout le temps mal. Et donc, du coup, j'entremêle déjà ces deux codes. Et ensuite, au-delà de ça, dans les musiques que je crée, que je choisis, je prends aussi des codes. Je suis pas très comédie musicale dans le cliché de la comédie musicale. J'ai énormément de rapport avec le R&B, avec le rap, mais aussi avec la pop, avec le rock et avec l'électro, que je mets en exergue avec aussi du coup des styles de danse où, par exemple, mon truc préféré, c'est mes chorégraphes. J'ai une chorégraphe qui est très forte en classique et qui a une grosse culture voguing. Donc en fait, bien sûr que là, dans la comédie musicale que je suis en train d'écrire, on a un morceau de rap qui est un sample d'un opéra dans lequel la danse, ce sera du ballet contemporain avec des touches sûrement de voguing, parce qu'en fait, ça raconte plus. Et du coup, comme ça, j'aime le côté stimulant, le côté total et le côté, en fait, des choses qui peuvent pas aller ensemble et qui, in fine, vont ensemble. C'est aussi pour ça que j'adore le travail de Thomas Joly et qu'il l'a hyper bien exécuté sur la cérémonie des JO, où il te fout du métal avec de l'opéra. Et c'est ces choses-là, moi, qui me font vibrer. Et ce que ça veut dire, en fait. Et c'est aussi s'approprier les codes de plein d'endroits différents pour montrer que, bon, plus largement, c'est aussi un propos politique de dire, en fait, que tout le monde est touché par des questions. Et en fait, c'est aussi en allant dans les codes des différentes personnes que tu arrives à englober et faire comprendre. Et c'est comme ça que quand mon père vient voir ma comédie musicale, il est aussi touché que quand c'est mon petit frère qui adore le rap, tu vois. C'est un peu ce truc-là que j'essaie de faire. Après, j'ai dit ça, on dirait que je suis trop ingénieux et tout. Mais c'est un peu ça que j'essaie de faire, en fait. Vous allez Drop très vite the me calmer, mic. tu vois. Drop the fucking mic. En tout cas, c'est mon ambition. C'est tes ambitions. Voilà. Et ce sont de très très belles ambitions. J'ai hâte de voir ces prochains spectacles. Ouais, pour le coup, moi, j'ai vu... c'était encore nos débuts un peu. J'ai vu... j'ai le somme de pas avoir pu le voir une seconde fois, mais j'ai vu le spectacle que tu avais fait. Discord, ouais. Discord, qui était vraiment excellent, quoi. Et en vrai, il y avait tellement de gens sur scène. Enfin, était 22, ouais. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Et la salle était remplie et c'était hyper émouvant, en vrai. C'était trop bien. Et c'était un jukebox musical. Ouais, c'était un jukebox musical. Jukebox musical, c'est on prend l'intrigue est totalement originale, mais on prend des chansons qui sont connues, donc souvent de la pop culture, pour servir l'histoire. Et donc, pour en citer quelques-unes. Mamma Mia. Mamma Mia, exactement, c'est les chansons d'Abba. Sinon, il y a Moulin Rouge. Your Song, le tango de Roxane, etc. Il y a même Anne Juliet, qui est une comédie musicale qui est que aux États-Unis, mais t'en as plein et ça marche plutôt bien en fait. C'est aussi où t'en as genre des plus connus, c'est MJ the Musical, une comédie sur Michael Jackson, et en fait c'est que des comédies. Et donc ça, c'est aussi un enjeu, c'est un enjeu artistique où du coup tu pars d'une base et c'est un enjeu aussi sur le public, en fait tu leur vends des trucs qu'ils connaissent déjà. Donc moi quand ma comédie musicale je dis il y a du Adele, il y a du Lana Del Rey, il y a du Beyoncé, c'est aussi un argument et c'est tout aussi intéressant parce que nous on a énormément travaillé un retravail artistique de ces chansons pour qu'elles n'aient limite rien à voir. Enfin il y avait des chansons les gens ont même pas capté avant longtemps que c'était cette même chanson parce qu'en fait on les twist aussi de manière autre. Mais la prochaine est une comédie musicale, une tragédie musicale qui pour le coup est 100% originale puisqu'on est en train d'écrire les musiques aussi. Oh, j'ai vraiment hâte. Je pense qu'on peut déjà vous recommander des petites comédies musicales qui pourraient vous permettre d'aimer encore plus le genre. Faisons ça. Apurer, on peut aussi vous dire une comédie musicale qu'on vous recommanderait pas du tout. En tout cas, moi, j'en ai une là qui est en tête et je voulais juste lui taper dessus. Et donc, je veux juste le faire avant qu'on termine ce podcast. Supplie. Et en fait, ce sera... j'ai carrément oublié comment s'appelle ce film, tellement il m'a traumatisé. De Audiard. Emilia Pérez. Mon cerveau a fait un blackout. Et j'ai voulu aller chercher au fond de moi pour vous dire que c'était nul. Voilà, et que j'ai détesté. Et tu fais bien de dire ça. Enfin, c'est ce mec est odieux, donc... Parle bien son nom. Ouais. Donc, bref, on vous donne des recos voilà. pour
aimez le genre de la comédie musicale, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, c'est des staples à aller voir ou à voir. Et comme on est inclusif, on vous propose des comédies musicales qui ont soit une retranscription, soit qui ont été adaptées en film. Oui. Comme ça, vous pouvez les voir. Moi, je vous recommande Cabaret. On n'en a pas parlé, hein, mais... Ouais, Cabaret, c'est... Le film avec Liza Minnelli. En fait, c'est complètement fou. C'est un film qui représente tout ce que j'aime. Mais vraiment, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime est présent dans ce film. C'est-à-dire, quelques années après les années folles, voilà, on est dans l'Allemagne des années 30. On en a d'ailleurs déjà parlé dans le podcast précédent sur la fête, hein, d'ailleurs. Party. Donc, voilà, c'est un film qui est éminemment politique et qui raconte la fête et le besoin, ou du moins l'envie, le choix de s'isoler, de se perdre dans la performance, et en même temps l'envie de réaliser quelque chose, de faire des choses. Et la fascisation d'une Allemagne des années 30 qui devient progressivement de plus en plus nazie. C'est réalisé par Bob Fosse. Bob Fosse, en fait, on n'en a pas parlé, mais c'est quand on parle de... Voilà, All That Jazz, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Je pense que c'est un chef-d'œuvre. Mais Bob Fosse a fait... un vrai tournant dans la comédie musicale aussi. On peut parler de Chicago, qui est aussi dans ce même genre, dans le genre du cabaret. Enfin, il y a plein de... Bref, et cabaret aussi, c'est... Moi, je vous conseillerais, au-delà de voir le film avec Liza Minnelli, de le voir si vous avez l'occasion. Il se joue dans une nouvelle mise en scène de 2021 à New York ainsi que à Londres. Donc, et je vous conseille, même si vous ne pouvez pas, de juste écouter cette bande-son-là. La bande-son de 2021, c'est Eddie Redmayne et Jessie Buckley qui ont les rôles principaux. C'est une mise en scène qui est mais qui est dinguissime, qui remet l'histoire sur une autre perspective, qui est beaucoup plus actuelle et qui est dingue. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Waouh, j'aimerais trop. Et aussi la version comédie musicale versus le film, l'intrigue est un peu est assez différente, donc c'est intéressant de voir d'avoir les deux points de vue. Ouais. Bah écoutez, mais, je compte aller à Londres cette année pour voir Hamilton avec 2 de mes meilleurs potes. So I will try. Et toi? Moi, c'est une vraie question parce que du coup, je sais pas quoi dire. Parce que... Attends, faut que je réfléchisse, Marie. Concentre-toi. Il y a trop de trucs que j'ai envie de recommander, en fait. Tu sais quoi, je vais recommander le premier Hamilton, qui s'appelle In the Heights. En français, je crois c'est D'où l'on vient. Parce que je vous recommande bien sûr de regarder Hamilton sur Disney+. Mais celui-là, c'est limite plus personnel et ça reste aussi très politique. Mais c'est l'histoire d'un quartier et des différentes aspirations des différents personnages. Il y a ce rapport avec la communauté, et je sais que dans ce podcast je vous parle énormément du collectif, de la communauté, mais je pense que dans l'ère où on vit, c'est tellement important de se recentrer et de retrouver cette générosité, ce rapport avec l'autre, aimer son prochain littéralement, bordel. Et donc du coup dedans on voit comment une communauté travaille ensemble, est une vraie famille, même si c'est pas forcément des liens de sang. On voit ce rapport aux générations, on voit ce rapport aussi à la culture et cette importance de garder sa culture et de continuer à vivre des moments ensemble. Et aussi, les chansons sont trop bien, les acteurs sont trop forts, la réalisation, ça va, est plutôt pas mal. Donc non, et vous allez chialer votre race, donc voilà. Ouais, j'ai adoré, c'est très bien. So, yeah. Voilà, vous avez été avec nous pendant une 40aine de minutes et maintenant, vous aussi, vous savez tout. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles, des notes, ça nous fait très plaisir, ça nous aide. Oui, et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, TikTok et YouTube @podcastomniscient. Comme vous pouvez le constater, on est très bavard. Alors n'hésitez pas à blablater avec nous de vos obsessions et de vos hyperfixations culturelles. On vous attend dans nos DM. Please. Voilà, et puis on vous fait des gros bisous. Bisous. I just love musicals. Sur ma peau.